tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas fait, mais aujourd'hui, enfin, je vais vous faire un update lecture. Alors depuis le mois de septembre, j'ai pas mal lu et je vous ai quand même un petit peu parlé de mes lectures déjà, mais je vous ai uniquement parlé des lectures qui entraient dans le cadre de challenge, notamment du Pumpkin Autumn Challenge. Ces lectures-là, je vous en ai déjà parlé, je ne vous en reparle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc uniquement vous parler de ces lectures qui n'entraient pas dans des challenges. Quoique c'est pas vrai parce que je vais quand même vous parler des rares lectures que j'ai faites pour le Cold Winter Challenge, mais comme j'en ai pas fait beaucoup, ça me paraît pas très pertinent de faire une vidéo juste pour vous faire un petit bilan sur ces lectures là. Donc je les intègre à cette update lecture du jour. C'est pas très clair, mais bon, je vais parler de lecture et j'espère que ça va vous plaire. Alors, en septembre, j'ai lu, oui en septembre, Manuel de survie à l'usage des jeunes filles de Mick Kitson aux éditions Métellier. C'était un livre de la rentrée littéraire de septembre. Pour une fois que je lis un livre de la rentrée littéraire, c'est à souligner. J'ai choisi de lire ce titre-là parce qu'il s'agit d'un titre écrit par un auteur écossais et qu'il s'agit d'un premier roman. D'ailleurs, vu la couverture et vu l'ambiance, il aurait largement pu entrer dans le Cold Winter Challenge. Voilà, pour l'année prochaine, ça peut vous donner une idée de lecture. On va suivre deux sœurs qui s'enfuient dans la forêt, dans une forêt profonde en Écosse, pendant quelques semaines en plein hiver et qui vont survivre. Au fil des pages, on découvre pourquoi elles se sont enfuies. Alors, on s'en doute, elles ont une histoire familiale assez dramatique et effectivement, au fil des pages, on se rend compte qu'elles ont vécu des trucs pas très chouettes, notamment la sœur aînée. Et en fait, si elle a décidé de s'enfuir avec sa petite sœur, c'est pour la mettre à l'abri, pour que justement sa petite sœur n'ait pas à subir ce qu'elle-même elle a pu vivre. Je crois que ce livre peut entrer dans la catégorie nature writing, puisqu'on est vraiment dans une ambiance nature, en pleine forêt, il y a pas mal de descriptions, c'est très immersif, mais c'est pas non plus hyper dense et trop lent. Il y a des passages assez lents descriptifs, mais c'est quand même assez rythmé, notamment grâce au dialogue et surtout grâce aux répliques de la petite sœur qui apporte beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'humour. Elle apporte cette légèreté qui pourrait parfois manquer au vu de la situation de ces deux gamines, au vu de ce drame qu'elles peuvent vivre. La petite sœur, c'est vraiment le souffle de fraîcheur là-dedans. Ensuite, j'ai lu dans un genre complètement différent, et là je vais vous en parler très vite puisque j'ai déjà parlé de ces deux livres dans la vidéo de mes tops 2018. Il s'agit du premier et du deuxième tome de la trilogie Dark Angel, écrite par Max Allan Collins aux éditions Fleuve Noir. Comme je vous le disais dans ma vidéo Best of 2018, ces deux livres, c'est en fait une sorte de novélisation de la série télé qui est passée au début des années 2000 et que j'ai adoré et que j'adore toujours, qui fait partie de mes séries préférées. Série qui a été arrêtée assez brutalement au bout de la deuxième saison alors qu'il restait plein de questions en suspens. Mais heureusement, Max Allan Collins nous propose 3 romans, soit qui se déroulent avant la série, c'est le cas du premier tome, soit qui se déroulent juste après, vraiment au moment du dernier épisode de la série, c'est le cas du tome 2 et 3, tome 3 que je n'ai pas encore lu. Voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo tome, donc je ne le referai pas ici. Juste, vous vous doutez que j'ai aimé vu que ces deux romans font partie de mes meilleures lectures 2018. Un autre univers SF, mais cette fois un peu plus jeunesse, avec Rhizome de Nadia Coste aux éditions Seuil. On est dans un futur plutôt proche, en 2081, il y a eu une immense catastrophe écologique. Dans ce monde futuriste, des plantes sont venus coloniser la planète Terre et grâce à ces plantes, les hommes peuvent survivre puisque ce sont des plantes qui purifient l'eau et l'air. Donc ce sont des plantes indispensables à la survie de l'humanité et en même temps, elles commencent à inquiéter un petit peu parce qu'elles se développent un petit peu trop et surtout elles deviennent incontrôlables. Le héros, que l'on voit sur la couverture, va entrer en contact avec ces plantes. Je ne vous dis pas trop comment, je ne vous en dis pas bien plus puisque ça fait partie un petit peu de la surprise, donc ce serait dommage de vous spoiler à ce sujet-là. Et grâce à ce contact, il va changer sa perception des choses, changer sa perception de son environnement et de ces plantes qu'il ne prenait
au départ que pour du décor, que pour un élément de survie. Donc évidemment c'est un roman qui a une portée très actuelle, on parle beaucoup d'écologie en ce moment. Je pense que c'est un roman qui mérite d'être lu puisqu'il pose des questions que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser ces derniers temps, et c'est très bien, notamment la place de l'être humain sur la planète, la place de l'homme au milieu de cet environnement, au milieu des autres êtres vivants. Retrouver un petit peu cette idée que l'homme n'est pas au-dessus de tout, il fait partie d'un tout justement. Donc je remercie Nadia Coste de nous remettre un petit peu ça en tête. Et surtout de le faire pour les lecteurs un petit peu plus jeunes. Alors c'est classé en jeunesse et en même temps je trouve que c'est pas si jeunesse que ça. Les premières pages sont assez scientifiques, ça peut être un petit peu déroutant je pense pour les jeunes lecteurs. Donc plutôt jeunes adultes voire adultes. Moi en tant qu'adulte je me suis pas ennuyée du tout, j'ai pas trouvé ça simpliste du tout, au contraire, et j'ai trouvé vraiment que les sujets traités étaient vraiment très bons et que la façon dont ils sont traités était également très bonne. Je change complètement de genre avec le livre suivant, livre qui entre dans le Cold Winter Challenge. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, je n'ai pas lu beaucoup pour ce challenge hivernal. Autant en automne pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais enchaîné les lectures et les magnifiques découvertes. Vraiment mon automne avait été dédié à ce challenge, j'avais vraiment joué le jeu et voilà, j'avais lu une dizaine de livres qui entraient dans ce challenge. Là, cet hiver, en décembre, janvier, pour le Cold Winter Challenge, j'ai pas lu grand chose. Pourtant je m'étais constitué une pile à lire qui était super sympa, qui me faisait très envie. Mais les aléas de la vie ont fait que j'ai pas beaucoup lu à ce moment-là et que j'ai pas beaucoup lu dans cette thématique. Bref, j'ai lu 2 livres que je vais vous présenter tout de suite. Et le premier, il s'agit d'un recueil de nouvelles. Il s'agit de 3 histoires de Noël aux éditions France Loisirs. Et ces 3 histoires sont écrites par 3 autrices différentes, à savoir Lucie Castel, Angela Morelli et Louisa Meonis. Clairement, je suis ressortie assez mitigée de ce recueil. J'ai beaucoup aimé la première nouvelle, qui est aussi la plus longue, qui est donc écrite par Lucie Castel et qui s'appelle Pas si simple. J'ai trouvé que c'était une nouvelle qui était à la fois fraîche, humoristique, bien écrite, crédible. Et je trouve que c'est important, personnellement, quand je lis des romances. C'est souvent pour ça que j'aime pas les romances, parce que on n'y croit pas une seconde. Je veux dire, c'est des choses peuvent pas arriver du tout, donc moi si ça peut pas arriver, j'y crois pas et donc je suis pas immergée dans le truc, donc je m'attache pas au personnage, donc ça passe pas trop. Là, oui, il y a des situations abracadabrantes, mais ça va. C'est bien amené et donc ça reste crédible. Et je me suis rendu compte en fait que Lucie Castel c'était l'autre nom de plume de Oren Miller qui écrit plutôt de l'imaginaire et plutôt aux éditions de L'Homme sans nom. Je n'ai pas encore lu dans le genre imaginaire, mais je me dis que si sa plume est aussi sympa qu'en romance, franchement, je crois qu'elle a tout pour me plaire. Les 2 suivantes m'ont beaucoup moins séduite. Elles m'ont paru soit trop naïves, c'est le cas de Sous le gui de Angela Morelli, qui est très courte également. Alors, c'est pas mauvais, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est vraiment sans surprise et exactement là où j'imaginais que ça allait m'amener. Voilà, et pour le coup, pas crédible pour un sou non plus. Donc, pas mauvais, mais naïf, voire un peu niais. La 3e de Louisa Meonis qui s'appelle Qui a embrassé le Père Noël. Là, pour le coup, c'est plus original et moins naïf, mais j'ai trouvé que l'auteur voulait en faire trop d'un point de vue humoristique. Les personnages étaient beaucoup trop clichés, parfois à la limite du vulgaire, et encore une fois, pas du tout crédibles. Et pour le coup, ouais, j'ai pas trop aimé l'intrigue. Voilà, donc peut-être un peu plus original que la 2e, mais pas séduite du tout. Voilà, donc de ce recueil, je retiens la première qui m'a divertie et qui m'a fait passer quand même un bon moment. 2e et dernier roman lu dans le cadre du Cold Winter Challenge, le tome 3 du Puits des Mémoires de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Alors on repart du côté de la fantaisie avec ce 3e tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome du Puits des Mémoires que j'ai lu il y a des années maintenant.
J'avais bien aimé le deuxième tome, même si un petit peu moins. Et là j'ai commencé celui-là en ayant quasiment zéro souvenir de ce que j'avais lu avant. Donc c'est une très mauvaise idée de laisser passer autant de mois entre chaque tome. Vraiment, il faut que j'arrête de faire ça. Je dis ça à chaque fois, mais je le fais jamais. Donc j'ai commencé cette lecture avec quasiment zéro souvenir et j'avoue que la réentrer dans l'univers de Gabrielle Katz c'était un petit peu compliqué parce que j'avais du mal à me rappeler, pas forcément de qui était qui, notamment pour les 3 personnages principaux, ça va, niveau fausse identité et identité réelle, j'arrivais à remettre les personnages un petit peu à leur place, donc ça allait. Mais c'est plutôt du côté des personnages secondaires et des complots intrigues, où là je savais plus trop où j'étais, et donc dans un livre de fantasy, surtout centré sur les intrigues de pouvoir, quand vous ne savez plus où vous êtes, c'est un petit peu compliqué d'entrer vraiment dans l'intrigue. Voilà. Mais bon, au bout quand même d'une dizaine, vingtaine, trentaine de pages, j'ai réussi à remettre un petit peu les choses en place et je suis réentrée dans l'univers de Gabrielle Katz. J'ai bien aimé le rythme de l'histoire, la première partie est un petit peu plus lente et puis dans la deuxième partie les 3 héros vont vraiment bouger. On va carrément se rendre sur un champ de bataille et une guerre, un combat se met en place. Donc la tension monte petit à petit. Donc ça m'a bien plu. Ce qui m'a un petit peu moins plu en revanche, c'est que justement on a la tension qui monte. On sent qu'on va vers le combat, vers une bataille, que ça va être épique. Et en fait, ça retombe un petit peu comme un soufflet. Et la chute est un petit peu décevante à mon goût. Donc finalement j'ai bien aimé cette trilogie fantasy, c'est pas la meilleure du genre que j'ai pu lire, mais c'est divertissant, c'est bien écrit, c'est plutôt immersif, si vous laissez pas passer trop de temps entre les tomes. Les personnages sont plutôt sympathiques, ou en tout cas assez intrigants. On a envie de découvrir le fin mot de l'histoire, on a envie de découvrir qui ils sont, tout simplement, puisque... je vous le rappelle, mais ce puits des mémoires, c'est justement une histoire de mémoire. Rechangement total de genre et d'atmosphère, puisque ensuite j'ai lu My Absolute Darling de Gabrielle Talent aux éditions Gallmeister. Livre que je ne peux pas vous présenter puisque je l'ai emprunté au travail et que j'ai dû le rendre en vitesse puisqu'il était réservé derrière moi. C'est un livre de la rentrée littéraire d'été, enfin d'automne, du mois de septembre je crois, enfin il est sorti au mois d'août-septembre. Il a fait grand bruit en 2017 lors de sa sortie aux États-Unis. Il s'agit d'un premier roman que j'étais assez curieuse de lire, justement parce qu'il a fait grand bruit aux États-Unis, et puis parce que c'était ma première incursion aux éditions Gallmeister, qui ont vraiment beaucoup de succès. Alors, My Absolute Darling, c'est du nature writing à l'américaine. En même temps, c'est un petit peu la base des éditions Gallmeister. Donc, voilà, c'était sans surprise. Je vous préviens tout de suite, c'est dense, pesant, assez lourd, un petit peu glauque, parfois choquant, mais en même temps, ça vaut vraiment le coup d'œil. Pour moi, c'est pas un coup de cœur et c'est pas la lecture que je conseillerais si je dois conseiller des livres à quelqu'un. Mais en même temps, je pense que c'est une lecture qui va me marquer très longtemps dans le temps, de laquelle je ne suis pas ressortie indemne. Je pense que c'est un petit peu pour ça qu'il fait grand bruit, parce que il est percutant. C'est un roman vraiment qui prend aux tripes, et même si c'est dense, même si la lecture est pas facile, même si c'est lent, j'ai pas pu m'empêcher d'aller au bout parce qu'il fallait que je termine cette histoire, il fallait que je découvre ce qui l'arrivée à cette jeune fille qu'on découvre dans cette histoire. Donc c'est l'histoire de Turtle, une adolescente de 14 ans qui vit aux États-Unis, dans le nord de la Californie je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais vraiment en pleine campagne, hein, au milieu de nulle part. Elle vit seule avec son père. Ils vivent tous les deux un petit peu en marge, un petit peu au milieu de nulle part, dans une sorte de maison cabane plus ou moins en ruine. Disons que c'est quand même une vie plutôt très rustique. Le père est plus ou moins accro à la survie. Et la vie de Turtle se résume à 2 points. Le collège,
où elle s'ennuie, où elle n'a pas d'amis, où elle repousse tous les gens qui essayent de s'approcher d'elle. Et ce foyer avec son père qui a une emprise énorme sur elle. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une relation incestueuse avec des scènes qui sont vraiment glauques et assez compliquées. Enfin, personnellement, rien n'est dit de façon explicite, mais justement c'est dans l'implicite et Turtle nous raconte tout avec sa vision à elle. C'est encore plus poignant, on est vraiment au cœur du truc, au cœur du récit. Donc voilà, ça fait mal, franchement. Et ce qui fait encore plus mal, c'est de se rendre compte qu'elle, elle se rend pas forcément compte que son père a une emprise qui n'est pas saine. Alors, justement, l'histoire de My Absolute Darling, c'est justement, elle va se rendre compte que ce qu'elle connaît, la vie qu'elle a, que ce père qui est presque un dieu, qui est beau, qui est intelligent, qui la protège, qui l'aime, mais qui l'aime pas de la bonne façon, justement elle va se rendre compte que finalement c'est pas si bien que ça, et petit à petit elle va essayer de sortir de ça. Et en même temps c'est compliqué de sortir de quelque chose qu'on a toujours connu et qui nous paraît normal et naturel. C'est compliqué de sortir de l'emprise de quelqu'un qu'on aime vraiment, qui nous protège, qui est tout pour nous, et en même temps qu'on va haïr parce qu'on se rend compte petit à petit qu'il nous apporte pas quelque chose de sain et quelque chose de bon pour nous. Donc voilà, on est vraiment à ce moment charnière où Turtle va commencer à s'éloigner et va tenter de fuir, de prendre la fuite. Voilà, et toujours avec ce paradoxe, elle fait un petit peu un pas en avant, deux pas en arrière, parce qu'elle n'arrive pas à se détacher de cette emprise malsaine. Donc c'est très lent, très descriptif, et en même temps hyper immersif. On est vraiment dans cette campagne, avec un peu de forêt, dans cette maison cabane, arachnophobe ou insectophobe, je sais plus comment on dit pour les insectes. Attention, j'ai surtout l'image de Turtle qui prend un bain dans la baignoire avec une crasse innommable un petit peu partout, mais surtout avec cette veuve noire qui a fait son cocon entonnoir au bord de la baignoire, et elle la regarde. C'est un petit peu une copine, fait partie de la famille. Voilà, et l'auteur nous décrit ça. C'est vraiment, tout est dans le détail. Et comme tout est dans le détail, c'est hyper immersif, on s'imagine très très bien les scènes, on a même les sensations un petit peu, le vent, les odeurs, les couleurs, enfin on a tout quoi. Voilà, donc hyper immersif, mais très très lent, il faut pas avoir peur de ça. En même temps, la dernière centaine de pages, tout s'accélère, et c'est waouh. Je peux pas vous raconter parce que je vais vous spoiler, mais c'est assez exceptionnel cette dernière centaine de pages. Je pense que ça vaut le coup d'aller jusque là, juste pour lire cette dernière partie qui c'est un petit peu l'apogée, c'est une explosion de tout, un peu plus d'action, mais aussi niveau émotion, niveau ressenti, ça explose pour Turtle. Voilà, donc rien que pour ça il faut aller au bout. À chaque fois je me dis qu'il faudrait vraiment que je prépare un petit peu ces vidéos, parce que c'est vraiment de l'impro totale. Donc j'arrive là, je ne sais même pas ce que je vais vous raconter. Et en fait, de faire de l'impro, c'est vrai que c'est plus naturel, et en même temps j'ai l'impression que je vous dis même pas mais la moitié de ce que j'aurais à vous dire si j'avais un petit peu réfléchi au truc avant. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est un peu ma marque de fabrique. Et puis en même temps, si vous avez envie d'en savoir plus et de façon plus structurée, plus claire et plus en détail, je vous invite à aller voir les chroniques sur le blog. Bon, la chronique de My Absolute Darling n'est pas encore écrite, elle est en phase d'écriture, mais elle devrait pas tarder à arriver sur le blog. Quand vous aurez cette vidéo, j'espère que la chronique sera en ligne. Je continue avec mes lectures, il me reste deux fictions à vous présenter. Donc je continue avec le numéro 48 de la revue AOC, pas appellation d'origine contrôlée, mais Aventure onirique et compagnie. C'est une publication par le club Présence d'Esprit.
Dans ce numéro 48, il y a 5 nouvelles de 5 auteurs différents, auteurs masculins. Ce qui est plutôt cool, c'est que ce sont de jeunes auteurs, pas forcément jeunes en âge, mais plutôt en expérience de publication, et c'est un petit peu la force de cette revue, c'est de mettre en avant de jeunes auteurs. La revue met également en avant de jeunes illustrateurs, puisque chaque nouvelle est accompagnée en introduction d'une illustration par un illustrateur ou une illustratrice différente. Ici, il n'y a que des raconteurs d'histoires hommes, mais c'est pas le cas tout le temps. Là, voilà, c'était ce numéro qui voulait ça comme ça. Il n'y a pas de thématique particulière pour chaque numéro de la revue. Il faut juste que les textes appartiennent au genre imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique. J'ai aimé les 5 nouvelles, peut-être un petit peu moins celles qui sont purement SF, mais ça c'est quelque chose qui m'est très personnel. Je pense que j'ai juste du mal à m'immerger dans un texte qui se passe dans l'espace, notamment. Voilà, je crois que mon cerveau n'arrive pas à appréhender le truc. Pourtant, objectivement, j'ai trouvé que ce sont des nouvelles qui sont bien écrites et avec des thématiques, des sujets très intéressants. Mais je reste à distance, je garde mes distances et j'arrive pas à entrer pleinement dans ces histoires qui se passent dans l'espace. Mais c'est quelque chose qui m'est très personnel. Globalement, j'ai vraiment bien aimé les 5 nouvelles, que j'ai trouvées bien écrites, toutes les 5, bien construites, et pourtant, je le dis souvent, mais l'exercice de la nouvelle c'est vraiment compliqué. Dire beaucoup de choses en peu de mots, et justement ne pas essayer de dire trop de choses non plus, c'est un petit peu compliqué. Mais les 5 auteurs ici y arrivent très très bien et nous offrent des personnages qu'on apprend à connaître très vite et auxquels on s'attache très très vite. Le format m'a tellement plu que je me suis abonnée à cette revue et je me suis également abonnée au magazine qui est lié, Présence d'Esprit, qui là propose plus des dossiers, des articles un peu plus de fond. Donc l'abonnement pour les deux, et AOC et Présence d'Esprit, par an c'est 33 €. Voilà, donc je me suis abonnée et j'ai déjà reçu un autre numéro de AOC et le magazine Présence d'Esprit. Je vous montrerai ça dans le book haul à la fin du mois. Je termine pour la fiction avec Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano. Et là c'est édité conjointement, si j'ai bien compris, par les éditions Erol et par Plomb. Raphaël Giordano, elle a écrit un best-seller dont je ne me rappelle plus le titre, mais qui a beaucoup plu. Et en fait elle est plutôt connue pour écrire des livres qui sont entre le roman et le texte de développement personnel. Donc j'étais assez curieuse de découvrir cette histoire, de découvrir la plume de l'auteur, de découvrir ce qu'elle avait à nous raconter, ce qu'elle avait à nous dire, ce qu'elle avait à nous apprendre aussi, puisqu'il s'agit quand même de développement personnel. Donc ici on va parler d'amour, donc j'ai fait exprès de faire cette lecture au moment de la Saint-Valentin, je trouvais que c'était plutôt en adéquation. Et globalement, j'ai plutôt passé un bon moment. Alors j'ai pas trouvé ça waouh, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai passé un bon moment, comme je vous le disais, et j'ai été plutôt en adéquation avec ce que l'auteur, l'autrice, avait à nous dire au sujet de l'amour. Dans ce roman, on va suivre 3 points de vue, de 3 personnages qui sont liés. La première, et celle qui est l'héroïne principale de cette histoire, c'est Meredith, qui est une trentenaire comédienne, mais qui a du mal à avancer professionnellement. Meredith est très amoureuse, a priori, de Antoine, qui va être un des autres personnages clés de l'histoire, duquel on va avoir un point de vue. Antoine qui est aussi trentenaire et qui est un jeune homme qui a beaucoup de succès, très beau, qui réussit dans la vie, qui a une très bonne situation professionnelle et vraiment le mec bien sous tout rapport. Et la troisième troisième point de vue qu'on va avoir, c'est celui de Rose. Rose qui est la meilleure amie de Meredith et qui est également une amie de Antoine. Donc il fait un petit peu le lien entre les deux. 3 personnages différents, 3 points de vue différents et 3 visions un petit peu différentes de l'amour également. Donc c'est ça qui est assez intéressant là-dedans. Meredith et Antoine vivent une belle histoire. Ils ont tout pour être heureux, sauf que Meredith se rend compte qu'elle n'est pas dans les bonnes dispositions pour vivre cette histoire d'amour correctement. Donc elle va prendre la décision de faire un break et elle va proposer à Antoine de s'éloigner l'un de l'autre pendant 6 mois et 1 jour.
Et pendant ce temps-là, elle va essayer d'avancer sur elle-même, d'apprendre à s'aimer. Elle va essayer de réfléchir à cette histoire d'amour, à l'amour en général. Elle va essayer de devenir une meilleure personne et en tout cas d'être une assez bonne personne pour pouvoir aimer correctement et pour pouvoir vivre une belle histoire d'amour avec Antoine. D'un point de vue développement personnel, ce sont des choses que je connaissais déjà, mais que j'applique au quotidien, ou que je tente d'appliquer au quotidien, donc je pense que je suis plutôt en adéquation avec ce que Raphaël Giordano a envie de nous dire là-dedans. En gros, cette théorie se divise en 3 points, et ces 3 points sont appelés entre moi et moi, entre moi et l'autre, entre moi et le monde. Et il s'agit en gros, et pour simplifier au maximum, d'apprendre à s'aimer soi-même avant de réussir à aimer correctement l'autre, et en même temps trouver sa place dans le monde. Voilà les 3 points qu'elle développe ici. Donc on a le roman, la fiction, qui illustre un petit peu ces 3 points. Et puis à la fin, l'auteur nous propose son carnet d'organisation avec les 3 points qui sont un petit peu développés et des petits exercices qu'elle nous invite à faire pour vivre un petit peu mieux. Je vous donne rendez-vous très vite, le dimanche 24, pour une vidéo très particulière qui va lancer un challenge qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et si cette vidéo est un petit peu particulière, c'est qu'elle a été tournée en binôme avec un booktuber que vous connaissez peut-être. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ça avec lui. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous aurez envie de participer à ce challenge qui nous tient vraiment à cœur à tous les deux. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre soutien. Merci, bonne lecture.